Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Le 3 décembre, vous étiez sur France Info et c'est là que vous en avez fait l'aveu. Vous êtes candidat à la présidence de la République. On vous écoute. Vous êtes candidat. Oui, mais ça n'est pas le problème. C'est quand même une information pour les Français qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. Tout à fait. Notamment ceux qui Tout vous à soutiennent. fait, Donc mais... qu'est-ce que vous leur dites, Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle? Oui, le mouvement Les Citoyens va présenter un candidat, ça sera moi. Qu'est-ce qui décide un jeune homme bien né, il y a 51 ans, écrivain, qui a une notoriété suffisante? Qu'est-ce qui vous décide à être candidat à la présidence de la République? Ça n'est pas rien quand même. 17 années. De quoi? De travail sur le terrain. C'est-à-dire que derrière ma vie d'écrivain, il y avait eu une vie de militant associatif qui fait que pendant 17 années, j'ai construit des solutions avec les gens, pas à leur place. Des grands mouvements associatifs, de grandes réponses aux fractures du pays. Et puis, ça m'a donné une connaissance très profonde du territoire et des compétences de la société. Et... Il y a des milliers de gens qui travaillent au quotidien sur le terrain, ils ne sont pas tous candidats à la présidentielle. Je sais, mais il fallait qu'à un moment donné, cette France-là s'exprime. Que cette France-là, c'est-à-dire cette France des territoires, cette France des mairies, des départements, de l'économie sociale et solidaire, du monde entrepreneurial, c'est-à-dire que cette France qui sait faire, qui a une compétence énorme, et qui n'est pas sûre d'elle-même sur un plan politique. Mais elle s'exprime, elle a plein de relais. Les élus locaux que vous côtoyez, ils sont souvent dans des partis ou dans des réseaux d'élus. Ils font remonter leurs problèmes. Les chefs d'entreprise, puisque vous en avez cité, ils ont aussi des représentations syndicales. Enfin, tout le monde s'exprime. Non. Tout le monde a voix au chapitre. Non, on est dans un système extrêmement insécurisant, qui est extrêmement vertical, où le pouvoir vient d'en haut, alors que la vraie puissance d'un pays, ça vient d'en bas. Mais véritablement, c'est-à-dire la puissance de solution. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Il y a quelque temps, j'ai passé du temps avec le MEDEF du Nord. Le MEDEF du Nord, c'est une culture très particulière, c'est la culture du Nord, des grandes familles, une conscience sociale très forte. Et lorsque je regardais leurs outils très concrets, par exemple, ils transforment les CDD en CDI en créant des grands groupements d'employeurs. Et à la fin de la réunion, après avoir regardé l'ensemble des outils très efficaces qu'ils ont, je leur ai dit, et les autres candidats, qu'est-ce qu'ils pensent de vos outils? Ils ont ri. Ils m'ont dit, mais quand ils viennent se faire applaudir. Ils ne viennent pas nous demander notre compétence, ce que nous savons faire. Donc ce travail de mutualisation... C'est pas tout à fait vrai, ça. Non. Je vous rapporte ce qu'on me dit sur place. J'imagine qu'il y a des candidats, enfin on ne va pas citer de noms, qui regardent comme vous, avec attention. Non, ils ne raisonnent pas à partir d'outils. Non, nous avons une technostructure qui sait à notre place. Et l'énorme insécurité en France, c'est que les gens qui nous écoutent appartiennent tous à des professions et ils savent que la décision est lointaine. Soit géographiquement parce qu'elle est à Paris, soit lointaine culturellement. Si vous parlez aux professions médicales, si vous parlez au monde enseignant, le monde enseignant, la dernière réforme du collège, elle est tombée de Paris. La totalité de ce monde professionnel était hostile. Donc, cet énorme travail, la question que vous me posiez, qu'est-ce qui me décide? Pourquoi êtes-vous candidat? C'est une profonde conviction que nous avons nos solutions. C'est-à-dire que tout est en place, tout existe, mais à des tailles insuffisantes. Donc, à un moment donné, on ne doit pas changer le casting, mais changer le scénario. Et ce scénario-là, pour moi, pour nous tous, pour les mouvements citoyens, ça passe par donner le pouvoir d'agir à nos territoires, véritablement, et aux citoyens qui nous écoutent. Donc pour vous, si les initiatives locales n'arrivent pas à trouver de prise à plus grande échelle, c'est simplement parce qu'on n'écoute pas le message? Je pense que la logique des faiseux, c'est-à-dire des gens qui font, et la logique de la technostructure, la logique des politiques à Paris est une logique complètement différente. Je peux vous prendre un exemple? Je me suis retrouvé au cours de toutes ces années de travail très souvent avec des préfets ou des sous-préfets qui me disaient tel ministre a pris telle décision, nous avons une enveloppe à dépenser. C'est-à-dire qu'on ne partait pas des besoins locaux, des opérateurs locaux, on partait d'une décision abstraite qui venait du haut. En pleine période où les crédits budgétaires sont plutôt rares. Ceux qui font de la politique nationale sont des élus locaux, donc ils connaissent la réalité du terrain comme vous. Eh bien, vous avez raison, vous avez complètement raison. Mais quand ils prennent le train et qu'ils arrivent à Paris... Ils oublient tout? Bizarrement. Bizarrement, il y a un microclimat. Un syndrome... Oui, parce que bizarrement, vous avez une technostructure en France qui, vous le savez comme moi, domine en grande partie la décision. Pendant 17 ans, j'ai signé des accords, par exemple, avec les ministres successifs de l'Éducation nationale. Aucun accord n'a été respecté parce que quelqu'un de Bercy tenait la réalité des sous. Donc, la nécessité de rendre le pouvoir à nos territoires, là où ça marche,
Les gens qui nous écoutent, ils ne vivent pas à Paris. Ils vivent dans leur territoire. Ils savent très bien que ce qui fonctionne, c'est, par exemple, les politiques d'emploi au niveau des bassins de vie. Ça fonctionne relativement bien en France. Et je le sais pour être allé voir. Je ne le sais pas parce que on me l'aurait dit. C'est parce que sur place, je sais par exemple que la Maison pour l'emploi de Strasbourg a des résultats tout à fait exceptionnels. Je connais toutes nos réussites locales, les gens à qui nous devons faire confiance parce qu'ils obtiennent des résultats. Mais c'est un changement culturel considérable que les citoyens portent. Qui sont le fruit de politiques lancées au niveau national. Oui, c'est une conjugaison d'efforts. Assez peu, puisque en général, vous avez des dispositifs hors sol qui arrivent d'en haut. Alors que ce qui est le plus performant, en général, vient d'en bas. La Maison pour l'emploi de Blois, par exemple, a trouvé une solution. Vous avez plein d'activités saisonnières. Ils font des boucles d'employeurs pour que les gens ne travaillent pas 3 semaines, mais 11 mois. Ça vient de Blois. Donc, cet énorme travail de mutualisation de l'intelligence collective, les citoyens y croient. Le mouvement Les Citoyens y croit. On croit beaucoup plus en l'intelligence collective qu'en l'intelligence de quelques-uns à Paris. Alexandre Jardin est l'invité de l'émission politique de France Info avec vous, Jean-Michel Apathy. Alexandre Jardin, candidat à la présidentielle, candidat citoyen. On vous entend parler, faire la distinction entre les faiseux, les diseux. Vous parlez de technostructure. C'est quoi la différence avec le système que dénonce par exemple le Front National ? Il y a le véritable drame, c'est que des gens malveillants qui ne sont pas pour l'inclusion de tous, il leur arrive de dire des vérités. Mais simplement, ils ne sont pas pour l'inclusion de tous. Il leur arrive de dire des vérités. C'est le même constat, solution différente. Oui, radicalement différente. C'est-à-dire que le Front National appartient d'abord... c'est un parti autoritaire, c'est un parti vertical. Pour un pouvoir fort, nous voulons des citoyens forts. C'est-à-dire que nous voulons faire de la co-construction avec les citoyens. Ça change absolument tout entre un peuple qui est soumis à un pouvoir vertical et puis un peuple d'acteurs. Et le mouvement Les Citoyens veut à tout prix, par exemple, je vais être extrêmement précis, autant on considère que le politique peut décider le quoi faire, mais le comment doit être co-construit, co-décidé avec le monde des professionnels. C'est-à-dire que nous voulons rétablir un sentiment de sécurité en France. Parce qu'à partir du moment où le comment est décidé par des gens qui sont lointains de la décision. On aboutit, par exemple, à un système où les boulangers ne peuvent pas prendre d'apprentis avant 6 heures du matin, alors que le pain est cuit. C'est-à-dire que vous imaginez bien que ce comment n'a pas été co-construit. Et en même temps, quand on fait ça, c'est pour éviter que des enfants de moins de 16 ans aillent au travail à 4 heures du matin. C'est pas forcément... Une société démocratique, c'est la prise en compte de beaucoup d'intérêts contradictoires. Mais et le point de résultat, le pain est cuit. Voilà. Mais le pain est cuit. Le résultat, le point d'arrivée peut effectivement décevoir tel ou tel groupe, mais ça, c'est une conciliation permanente des intérêts, la démocratie. Alors, quand vous dites tel ou tel groupe, il se trouve qu'aujourd'hui, l'ensemble des professions sont en révolte. Donc ce n'est plus tel ou tel groupe, c'est la globalité d'un système qui est contesté. Vous parlez souvent de la colère. De la colère. Qu'est-ce qui nourrit cette colère, d'après vous ? Comment est-ce que vous définiriez cette colère ? Le pouvoir est lointain. La décision est lointaine. Il n'y a pas de co-construction. J'ai assisté à des réunions de maires ruraux où tout à coup, ils apprenaient, il y avait une décision à Paris. On décidait que les mairies n'auraient plus de lien financier avec l'État que par Internet. Les derniers rangs se sont levés et ont dit « on n'a pas Internet. On est dans une tache blanche. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et le type répond, le trésorier payeur général dit « la République, une grande et indivisible. Ils se relèvent tous, ils disent « oh, vous avez compris ? La République, une grande et indivisible. » C'est-à-dire que la décision est lointaine. La fracture numérique dans nos territoires ruraux, elle est absolument considérable. À Paris, par exemple, prend des décisions. Nous sommes le seul pays qui a des TGV sans gare. Entre Paris et le Creusot, vous n'avez pas une gare. Mais tous ces territoires, entre Paris et le Creusot, nous avons donc fait ce choix à Paris d'un système vertical qui font que ces territoires sont vitrifiés, que la valeur des maisons s'effondre, que donc les gens ne peuvent même pas déménager en vendant leur maison. Ces décisions centralisées, c'est un risque qu'on ne peut plus courir. Et que l'ensemble des professions ne peuvent plus courir. Il y a bien des décisions qui se prendront toujours au niveau de Paris. Alors,
Par ailleurs, on a beaucoup décentralisé la France depuis 30 ans. Il y a des décisions, on a rapproché la décision des lieux de vie de gens. Enfin, Paris ne prend pas toutes les décisions et Paris n'est pas un épouvantail. On ne peut pas construire une campagne présidentielle. Alors, si on supprimait Paris, on ne supprimerait pas les problèmes. Non. Pour nous, le rôle de Paris, on invite les gens à venir d'ici quelques jours participer à notre programme cadre pour définir ce qu'on appelle des minimums. Et pour nous, le rôle de l'État central, c'est de garantir des minimums que l'on va co-construire avec les gens. Je vais prendre des minimums extrêmement simples. Quel délai entre chez vous et une maternité ? Quel délai lorsque vous téléphonez à la police pour que ça réponde ? Pas être sur un disque, qu'un être humain vous réponde. Quel délai lorsque vous introduisez en justice un procès ? Vous savez tous, lorsque vous avez des procès, que vous pouvez partir pour 3, 4 ans, 10 ans. Vous posez la question des moyens, c'est une vieille question. Hein. Oui. La question des moyens, mais pas que. Les mêmes Français votent pour une baisse de la dépense publique. Parfois, tout le monde est pour les services publics. Non, nous allons procéder par minimum garanti. Par exemple, quand on doit garantir que tout le monde doit savoir lire et écrire, est-ce qu'on doit le garantir à la fin du CP ou à la fin du CE2 ? Ce n'est pas la même réponse. C'est là où il faut co-construire avec les professionnels. Ce sont les enseignants qui sont le mieux à même. Vous aurez l'occasion sans doute de préciser tout ça. L'histoire des moyens. D'être concret, oui. D'un mot, oui. L'histoire des moyens, oui. D'un mot. Nous avons un système. Les moyens, c'est nos impôts, hein. Ou les taxes qu'on paye. Ce sont les nôtres. Ou les taxes. Voilà, c'est ça. Mais nous n'avons pas fait le choix. Nous avons le pire des dépenses d'un système centralisé et d'un système décentralisé. Nous voulons passer à un système authentiquement décentralisé. C'est-à-dire qu'on veut des politiques d'emploi au niveau des bassins de vie, là où ça marche. On veut des politiques de logement, là où ça marche. Définir une politique du logement à Paris n'a aucun sens. Or, la France n'a pas encore fait ce choix. Les régions n'ont pas envie d'être responsables d'une fiscalité régionale, par exemple, sur un certain nombre de sujets, et c'est l'État qui se retrouve à prélever des sommes qu'elle redistribue. Vous avez raison, mais nous voulons que le comment, la garantie du minimum, que l'opérateur, ce soit les pouvoirs publics locaux, à hauteur d'homme. À hauteur démocratique, là où on connaît encore, là où on a un élu mais ça fait un système où je décide, mais je ne suis pas celui qui prélève, finalement. Alors, ça conforte l'épouvantail parisien. C'est pour ça qu'on veut une énorme clarification et que le rôle de l'État central soit plus modeste, recentré, garantissant des minimums, mais pas des minimums hors sol, des minimums co-construits. C'est un système de Länder à l'allemande ? Beaucoup plus proche. Beaucoup, évidemment, mais ça marche très très bien. Ça marche puissamment. On est pour cette France des territoires. On est absolument contre le sacrifice que nous avons fait d'un tiers de notre population dans la ruralité. Je dis bien le sacrifice. Nos territoires, je passe depuis des années un temps fou à installer des programmes. Or, pour pouvoir les faire redémarrer... Des programmes de quoi programmes de quoi ? De lecture Vous parlez de quoi ? Des programmes de quoi ? Alors, nous voulons... Quand on dit mutualiser... Je passe des années à installer des programmes. Par exemple, Lire et faire lire. Le programme Lire et faire lire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que l'on a construit depuis 17 ans. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires. C'est une réponse citoyenne, très concrète, à la portée de vous et moi. Je voulais juste la réponse, parce que ceux qui nous écoutent, je passe des années à installer des programmes, je voulais juste que vous puissiez préciser ça. Vous aurez sans doute l'occasion de faire des propositions concrètes dans les semaines qui viennent, de clarifier sans doute le discours général que vous avez ce matin avec nous. Mais les programmes citoyens, ça sera le cœur. Est-ce que vous n'auriez pas pu faire porter tout cela par quelqu'un dont c'est en quelque sorte le métier, qui a l'habitude de parler aux Français et qui a sans doute plus d'audience que vous pour faire ça aujourd'hui, un candidat normal? Vous n'auriez pas pu trouver un relais parmi le personnel politique qui existe et parmi les candidats qui sont déclarés? Si ça avait existé, bien sûr. Vous avez cherché? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Qui vous a déçu alors dans cette démarche? À peu près tous. Ah, c'est dommage. Non, mais vous êtes très un amoureux insatisfait. Non, mais je vais vous répondre très clairement. In fine, vous tombez sur des centralisateurs. Des gens qui sont issus de ce système, de cette culture-là, qui ne font pas confiance au territoire, dont la carrière ne vient pas. Qui viennent de l'intérieur du système. Alors, ils packagent plus ou moins, la com est plus ou moins réussie pour faire croire autre chose, mais en réalité, vous tombez à chaque fois sur des gens qui ont un logiciel qui est pour moi insécurisant pour les gens qui nous écoutent. Parce que cette logique centralisatrice, elle aboutit à un peuple qui est en train de lâcher la rampe, qui, élection après élection, dit très clairement qu'il veut renverser la table. Donc, à un moment, on s'est dit qu'on devait porter nous-mêmes, nous les citoyens, on devait
avec nos élus locaux, avec nos maires ruraux, on devait porter une révolte positive, absolument positive, avant qu'il y en ait une noire. Avant qu'il y en ait une véritable noire, parce que la révolte couve en France. Il faut qu'elle soit positive. Alexandre Jardin, candidat citoyen à la présidentielle, est notre invité avec vous, Jean-Michel Apathy. Vous avez qualifié le Front National de malveillant, ou du moins composé de gens qui étaient malveillants. Ce sont des acteurs de la démocratie. Véritablement. Qui participent à la démocratie en respectant les règles. Pourquoi les qualifier de malveillants ? Je suis pour l'inclusion de tous. La logique de l'inclusion de tous, c'est le pacte républicain. Qu'est-ce que vous appelez tous ? C'est-à-dire la préférence nationale, c'est le tri humain. C'est contraire aux valeurs de la France. C'est contraire à la grandeur de notre pays. Ça me choque infiniment. La préférence nationale vous choque infiniment. Infiniment. Absolument, infiniment. C'est-à-dire, c'est contraire à notre grandeur républicaine. C'est contraire au génie de notre pays. Les mouvements citoyens que nous représentons, tous ces faiseux sont des gens qui se battent pour l'inclusion de tous, de manière extrêmement concrète. Mais le Front National, c'est 25-30% de voix. Peut-être des gens qui participent aujourd'hui avec vous à des réunions votent Front National. Et que je respecte infiniment, parce que leur révolte est légitime. À partir du moment où dans un pays, les minimums ne sont plus garantis, je dis bien les minimums, à partir du moment où 20% des enfants ne savent pas lire à l'entrée au collège, à partir du moment où toutes ces choses absolument minimales ne sont plus garanties, à partir du moment où on est capable aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans la fonction hospitalière, le Front National a fait 30% ? Parce que la totalité des décisions sont prises par l'administration. Les professionnels ne sont absolument pas co-constructeurs. Les décisions sont prises par des responsables politiques. Et l'administration les applique. Au niveau des agences régionales, les professions de santé... C'est les responsables politiques qui prennent des décisions. Non, au niveau des agences régionales, les professions de santé... Je vais vous prendre un exemple très précis. Il y a un hôpital qui a été livré à l'est de Lyon il y a relativement peu de temps, flambant neuf. Les médecins, les infirmières, les professionnels, les gens qui vont travailler dedans n'ont pas été impliqués. Il y a eu des décisions qui sont totalement absurdes par rapport et absurdes financièrement. Et lorsque vous écoutez, en fait, c'est le même phénomène dans les professions médicales, le même phénomène dans les professions de sécurité, la police, la gendarmerie, le même phénomène pour les enseignants. Les gens ne sont pas écoutés, ne sont pas associés, ne collaborent pas, ne co-construisent pas. Et c'est ça qu'on veut porter. On parlait de colère. Dans l'actualité de ces jours-ci, Carlos Ghosn, patron de Renault, Nissan et maintenant même Mitsubishi, peut percevoir, parce qu'il a bénéficié d'actions à bas prix du groupe qu'il dirige, une plus-value de 6 millions d'euros. Des gens sont choqués. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous pensez que fixer un salaire maximum pour les patrons, on parlait souvent de minimum, mais un salaire maximum pour les patrons, ça serait une bonne chose ? Alors, ce genre de questions, ce genre de minimum, parce que vous soulevez... De maximum. Oui. Nous allons en débattre sur notre plateforme collaborative. Vous avez une opinion ou pas ? Moi, j'ai une opinion, mais simplement... Et c'est laquelle ? Je vais vous la donner. D'accord. Mais simplement, il est fondamental, l'ancien type de leadership, vous décidiez à la place des gens. Pour nous, un leadership moderne... Non, Carlos Ghosn, c'est 6 millions. Ça vous choque ? Oui, profondément. Il faut limiter ? Profondément, moi. Il faut limiter ? Oui, mais ce qui m'intéresse... Moi, je vous réponds limiteriez, oui. vous ? Oui, d'accord. Mais simplement... Première question, jamais d'autres. Non, attendez. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je pense, c'est que les gens participent à cette décision. Parce que, pour moi, le processus est aussi important, je crois, en la démocratie. Les ouvriers ? Les salariés de chez Renault ? Alors, sur lescitoyens1.fr, dans quelques jours, notre programme cadre, nous allons pouvoir tous collaborer, définir des minimums. Là, vous soulevez la question de la décence. C'est quelque chose... Nous devons collaborer. Mais il y a du monde qui participe. Vous dites à ce site participatif. Nous allons commencer. Vous avez une échelle de... Le programme. Alors, on a des millions de gens sur nos réseaux sociaux. Notre programme cadre est sorti il y a quelques jours. Et nous allons pouvoir construire tous ensemble sur cette plateforme en utilisant une technologie Wikipédia, tout le monde a l'habitude. Carlos Ghosn, ça vous choque ? Christine Lagarde, reconnue coupable par la Cour de justice de la République, mais pas de peine. Ça a choqué, ça doit nourrir une colère, puisque vous aimez le mot. Ça fait partie des minimums. Ça nourrit la vôtre ou pas ? Oui, évidemment. Oui, mais ça fait partie des minimums. C'est-à-dire que ce que vous soulevez, pourquoi est-ce que ça choque les gens ? Parce que ce sont des choses... ça paraît injuste ? Mais parce que oui. Voilà, mais tout simplement, c'est complètement effarant. Ouais. Mais tellement de choses sont effarantes. Toutes ces peines qui ne sont pas appliquées. Comment voulez-vous qu'un pays accepte ça ? Donc, garantir des minimums, ça suppose que la population les définisse elle-même
Et c'est tout le travail que nous allons faire avec les citoyens. Vous allez sur lescitoyens1.fr le travail politique, c'est aussi allez... comment, à partir de minimums qui sont instaurés, on met en place ensuite une solution qui permette de mettre en place ces minimums avec les moyens existants. Je vais prendre un dossier. La question, par exemple, des délais en justice. Nous sommes en train de faire travailler énormément de magistrats, énormément d'avocats, pour arriver à garantir un délai de 12 mois pour obtenir une décision en première instance et de 18 mois, appel compris. Ça nous paraît un minimum. Mais les gens vont être invités. Bien sûr. Mais le délai, il faut des moyens, plus de magistrats. Oui. Enfin, les solutions ne sont pas très compliquées. Là, hein. Oh, si, c'est beaucoup plus compliqué. Et une dernière question, vous parlez... Il faut co-construire. Oui, d'accord. Donald Trump est le résultat de la colère américaine. Vous soutenez Donald Trump? Si je m'engage aujourd'hui dans l'élection présidentielle, c'est que je sais très bien que partout, les systèmes sont remis en question. Les élites traditionnelles sont remises en question. Donald Trump, vous le soutenez? Donald Trump. Il est le résultat de la colère américaine. Il est le produit du refus d'un système politique. C'est pour éviter ça que je suis candidat. Vous avez des parrainages, Alexandre Jardin? Pardon, je terminais. Rapide, il nous reste quelques secondes. Les parrainages, j'invite les maires à faire leur part. Ils doivent savoir que les citoyens vont se battre pour eux. Combien de maires ruraux en France, Jean-Michel Apathy? Je ne sais pas, sur 36 000 communes, il devrait y en avoir 35 000. Hein, voilà, 32 000. Donc, ces 32 000 maires doivent savoir que les citoyens vont leur donner du pouvoir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. L'appel est lancé. On commence tout juste. Les citoyens vont aller les voir, mais je les appelle. Venez, isolés, vous ne réussirez pas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Jardin était l'invité de l'émission Politique.